je m'étais demandé avant cette séance quel modèle de transmission entre les générations on allait voir, craignant peut-être de retrouver le modèle proposé par Leiris, son père, mais heureusement, on s'est retrouvé avec Émilie et sa mère, surtout la phrase finale avec le « nous ». Nous sommes pour le moins des demi-péripatéticiennes ensemble, donc je suis content de cela. Je vous jette deux observations avant d'ouvrir la discussion. J'ai remarqué une conscience aiguë des publics différents auxquels on parle, ce qui est peut-être naturel, et aussi une certaine tendance à mobiliser des constructions hypothétiques. Si j'allais parler en tant que spécialiste, je dirais construction intéressante. Et aussi une mobilisation, mais aussi une prise de distance envers l'explication du texte comme lieu d'énonciation préétabli, mais toujours problématique. Donc, je vous donne cela comme point de départ, mais la discussion est ouverte. Hélène? Oui, moi je voulais simplement d'abord vous remercier beaucoup, de vous remercier aussi de nous avoir rappelé fortement que nous sommes, alors au titre de spécialistes, oui, enseignants la plupart du temps. Et quel est le rapport entre la spécialisation et l'enseignement? Ça nous tient beaucoup à cœur, de toute façon, la transition. Mais je voulais simplement en fait prendre la parole pour dire un mot de ce titre, comment sortons de l'explication de texte. C'était compliqué de trouver un titre, tout bêtement d'abord, qui soit joli, disons. Géométrie variable est jolie. Enfin, j'espère que vous êtes sensible à géométrie variable. Mais quand même, autant que je puisse le savoir, l'explication de texte comme épreuve et comme moment de formation réitéré depuis le secondaire jusqu'au concours d'enseignement, CAPES, il n'y a pas de programme, l'agrégation, l'explication de texte dite hors programme, donc l'explication de texte comme exercice vraiment associé à une non-spécialisation, je crois que c'est une spécialité française. Et donc, comment sortons de l'explication de texte? C'était une manière, dans notre esprit, je me tourne vers Lise, avec qui on a choisi ce titre, c'était une manière d'indiquer que, comme à notre connaissance, il y a des spécialistes de littérature française partout dans le monde, forcément, devenir spécialiste de littérature française, c'était d'une manière ou d'une autre sortir de la pratique française de l'explication de texte. Voilà. Alors, c'est Laurent Dubreuil, je dois dire mon nom, c'est vrai. J'ai trois sortes de remarques qui sont finalement sur les deux sessions et pas seulement sur celle-ci, mais il y a pas mal de choses qui ont été dites en écho. Ma première remarque, c'est que je suis sensible à l'idée qu'il y ait un lien entre aimer, être amateur d'un texte et la spécialisation. Si tel est le cas, c'est-à-dire si spécialiste renvoie au fait d'aimer quelque chose, alors pour la première fois de ma vie, je suis spécialiste et j'en suis très heureux. Mais je crains que le terme de spécialiste soit généralement, bien qu'il existe une articulation avec ce qu'on aime et avec sa dilection, je crains qu'il s'agisse d'un processus de professionnalisation de l'amateur, précisément. Et que si je reste sensible à l'envie d'insister sur le désir et sur le goût personnel, je crois aussi qu'on ne doit pas complètement se leurrer en prenant le terme de spécialiste comme un terme, on va dire, bénévolant pour être un peu dans le franglais, comme un terme gentillet, c'est-à-dire ça renvoie à quelque chose de professionnel, et cette critique de la professionnalisation ou de certaines professionnalisations, pour moi, va avec la considération qui est la nôtre pour ici. La deuxième remarque est plus courte et en rapport avec ça. J'ai été frappé tout de même par... alors bon, je ne suis pas le plus âgé dans cette salle, mais j'ai été frappé par le fait que l'agrégation me semble porter encore un poids très fort dans la manière dont on pense les exercices et dont on pense la recherche littéraire ici même, peut-être un poids plus fort que lorsque je l'ai passé. Et il me semble que pour la recherche littéraire, une des urgences, c'est vraiment de la désagréger. Il faut désagréger la recherche littéraire. C'est très très important, ça. Alors la troisième réflexion, qui est plus vers une question.
Alors, on a parlé des discours négatifs ou des discours fictifs ou fictionnels. C'est-à-dire qu'en effet, beaucoup d'intervenants dans les 2 sessions disent « si je m'exprimais en spécialiste, je ferais ceci ». Alors moi, j'ai un peu l'impression que c'est comme si, à bien des égards, quand les spécialistes disent comment ils feraient s'ils étaient spécialistes ou s'ils parlaient en spécialiste complètement, ils faisaient comme si le spécialiste, essentiellement, donnait du décodage et de la notation. C'est-à-dire que le spécialiste était du côté du descriptif. Alors c'est j'explique un mot, c'est je donne des informations sur la syntaxe, c'est je donne le contexte à référence culturelle ou historique. De la même manière, tout à l'heure, Guillaume Bridet disait « Moi, ce qui me manque dans le Saint-Simon, c'est justement tous ces éléments-là. » D'où mon interrogation que je projette pour tout le monde. Est-ce que ça signifierait, si la spécialisation est du côté du décodage de la notation, au moins dans sa figure fictionnelle et négative, est-ce que ça signifierait que finalement la spécialisation, c'est ce qui résiste à l'interprétation ou ce qui prépare l'interprétation? Mais alors si ça prépare ou si ça résiste, de quelle interprétation on parle? Est-ce que ça veut dire que quand on est spécialiste, on n'interprète pas et que quand on interprète, on cesse d'être spécialiste? Voilà. Je voulais vous remercier déjà d'avoir vous êtes livré à ce difficile exercice de l'explication de texte. Vous avez largement thématisé le fait que c'était angoissant, anxiogène, etc. Et ça nous montre que cet exercice est un exercice scolaire qui est destiné à une évaluation. Et donc sortir de l'explication de texte, c'est aussi sortir de cette idée qu'on doit faire ses preuves face à un texte et que la spécialisation pourrait être d'une autre nature, d'une nature, pour rejoindre les discussions de la première session, de défense peut-être d'un auteur ou d'une œuvre qu'on aime. Et donc du coup, on basculerait dans un autre régime de la preuve, de l'argumentation, etc. Et vous êtes sorti, vous, il me semble, de l'explication de texte, en tout cas quand vous êtes présenté comme spécialiste. On fait de l'explication de texte, visiblement, quand on est non spécialiste, par scrupule, et parce qu'on a une sorte d'horizon de l'exhaustivité, où on est encore, pour reprendre l'image d'André Bérou, en haut de la courbe de Gauss, avec cette angoisse de louper des éléments qui pourraient nous être reprochés par la suite. Et donc, si, il me semble, dans la première session, il a été question des liens, surtout entre spécialité et affect, ou intérêt du chercheur, ou loyauté même du chercheur envers les morts. Dans quelle mesure est-ce que je dois être loyal? Alors, c'était envers Montaigne, mais, il y avait envers un auteur, mais aussi envers mon père, dans le cas de Léris. Et ici, on a le lien, me semble-t-il, entre spécialité et aussi théorie de la littérature. Conception de la littérature. On est toujours spécialiste à l'horizon d'une théorie de la littérature, et il me semble que la théorie de la littérature qui est implicite dans vos 2 interventions et qui guide en quelque sorte le passage du maxima de la courbe de Gauss de l'autre côté, du côté des spécialistes, c'est une réduction drastique des éléments pertinents en fonction d'une hypothèse de la littérarité de vos textes. Et pour les 2, il me semblait que le spécialiste pour vous, c'est le déchiffreur d'équivoques. Dans les 2 cas, les textes servent à quelque chose, mais ils ne servent pas à quelque chose s'ils sont littéraires comme étant, disons, ils ne le font pas grossièrement, ils le font toujours sur le mode de l'équivoque. Et donc être spécialiste de littérature, que ce soit pour le 16e, le 17e ou le 18e, c'est repérer dans les textes cette action équivoque d'un écrivain dans un contexte donné. Donc, indépendamment de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble ici que vous avez souligné le fait qu'on n'est jamais spécialiste que dans le cadre d'une conception particulière de la littérature. Et donc, ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'il y a des spécialistes des spécialisations incommensurables en fonction de théories de la littérature qui seraient différentes, voire opposées. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous voulez... Moi, je veux bien. Merci pour ces questions. Alors, le lien entre la remarque de Mme Merlin et la vôtre, c'est autour de cette idée de professionnalisation ou pas. Parce que... alors, est-ce que... Je prends votre question de mon côté, c'est-à-dire du côté de l'exercice. Est-ce que l'explication de texte véhicule l'amour des textes? On a essayé de le faire, mais parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui, a priori, ne nous a pas été vraiment explicité
On ne vous a pas dit il faut que vous rendiez le texte aimable, il faut que vous le rendiez clair et renseigné, disons. Et puis, comme c'est un exercice automatisé, systématisé, avec des procédures qu'on peut appliquer à n'importe quel texte, même si justement il est hors programme, même si on n'en connaît pas les contours, ça pousse justement vers une certaine impassibilité, vers l'acte machinal du médecin qui voit passer un patient. Ça peut être un cas grave ou un cas bénin. Bon, il agit de la même façon. Voilà. Mais en même temps, comme c'est un exercice qui nous prépare à la professionnalisation quand même, parce que c'est ce qu'on va faire avec des élèves, avec des collégiens, on ne peut pas écarter totalement l'idée que ce soit un outil de transmission. Et dans ce cas-là, la transmission passe par une certaine forme d'affect. Et c'est pour ça que j'ai employé l'idée de la courbe de Gauss, qui est que est-ce qu'on cherche vraiment... Enfin, je ne sais pas si ça va marcher totalement, mais disons qu'il peut y avoir un défaut de transmission envers des non-initiés en leur présentant le texte comme vraiment un objet mécanique à déchiffrer à coup de champs d'énonciation et situation d'énonciation et champs lexicaux, type français des manuels de collège. Et il peut y avoir aussi un déficit de transmission entre spécialistes, parce que comme on connaît, comme on est censé baigner là-dedans, on ne va pas prendre le temps de souligner en quoi on aime. On le fait beaucoup aujourd'hui, mais ça me paraît être un des effets vraiment de l'engagement de transition, de ce point de vue. En tout cas, moi, de mon parcours personnel, les moments justement où on s'approchait de l'agrégation, où on devenait de plus en plus décodeurs, en voie de spécialisation, c'était accompagné de mises à distance terribles par rapport à nos objets. Et pas seulement en littérature, mais dans toutes les matières. C'est-à-dire qu'il fallait afficher une sorte d'ennui, de mettre tous les textes plus ou moins au même plan. Ça allait avec des gens qui ne lisaient pas du tout, alors qu'ils allaient être sélectionnés pour enseigner aux autres à lire. Et ça m'a interrogé quand j'ai découvert Transition. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de pudeur, de refoulement, de censure par rapport à l'idée justement qu'on pouvait mettre de l'affect et que finalement, on était peut-être payé pour ça aussi dans une certaine mesure. Voilà sur l'explication. Alors, est-ce que la recherche française doit être désagrégée ? Je sais pas. Par bien des égards, et pour en discuter avec beaucoup d'agrégés, j'ai l'impression que l'agrégation nous prépare plus, peut-être, à devenir doctorant qu'à devenir enseignant dans le secondaire. Donc, je pense qu'elle est plus orientée... Enfin, disons que ça peut être une préparation à la recherche valide. Voilà, je vous passe la parole à Jeanne. Je ne dois absolument pas... Vous mentionnez la possibilité de discuter autour d'un café de ces questions-là, d'agrégation et désagrégation de la recherche. J'ai vraiment un problème à prendre parole devant cet auditoire et aussi à remettre en perspective ce que vous disiez par rapport à la technicité de l'exercice derrière laquelle on peut se réfugier dans une situation justement qui est marquée d'enjeux institutionnels et d'enjeux... voilà. Et si je peux juste rajouter un mot sur la question des spécialités incommensurables parce qu'elles s'inscrivent dans une théorie, oui, très clairement. Enfin, moi, c'est des réactions que j'ai eues par rapport, c'est sans mépris aucun, mais par rapport à des spécialistes de littérature comparée, par exemple, où je me suis retrouvé dans des séminaires où j'avais l'impression justement qu'on parlait plus des textes, qu'on utilisait la théorie comme un liquide amniotique entre des éléments qui étaient jamais nommés et jamais présentés comme tels et jamais transmis aux étudiants, justement, en se servant d'auteurs comme ça qui sont des points de contact, Benjamin par exemple, des choses comme ça. Donc là, il est évident que la théorie m'empêchait de recevoir, de considérer ces gens comme des spécialistes valables. Ça me donnait le soupçon qu'il en allait d'une imposture, ce qui était faux, c'était simplement qu'il partait d'un présupposé théorique qui n'était pas le mien, qui n'était pas celui du décodeur d'équivoque, effectivement. Donc vous aviez tout à fait raison de ce point de vue-là. Excuse-moi de prendre la parole la deuxième fois. Je suis pris par l'émotion. Face à cette topologie d'émotion qu'on est en train de voir pendant ces deux sessions. Je voulais juste rappeler que l'émotion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rétorquer, ce n'est pas un argument.
Donc la négociation n'est plus possible. J'aime, ça me plaît, je suis comme ça, je suis sincère, c'est moi, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, dans beaucoup de situations, ça crée une communauté émotionnelle, comme dirait Barbara Rosenwein, dont on est exclu si on ne partage pas l'émotion. Donc il y a un mécanisme d'inclusion-exclusion qui est mis en place, qui est super efficace. C'est comme ça que la littérature, le théâtre, le cinéma marchent beaucoup. Donc l'effet est particulièrement fort si cette proposition de partager ou ne pas partager l'émotion vient de l'autorité, d'un enseignant, etc. Et donc, je voudrais juste nous sensibiliser aux catégories de manipulation, aux rapports de pouvoir que ça installe, vu qu'il n'y a pas de moyen de répondre autre que d'accepter ou refuser, et donc d'être inclus ou exclu. Donc, ce qui fait que les catégories comme valeurs esthétiques, qui sont a priori très relatives, deviennent essentielles et donc institutionnalisées. Merci. Je pense que ma question n'a rien à voir, donc peut-être si vous avez des réactions. Jeanne, est-ce que tu crains de manipuler les gens ou pas ? En tout cas, ça doit se présenter effectivement de manière prudente. Effectivement, ça doit dire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est une digression, mais je trouve ça très beau. Évidemment qu'on ne va pas imposer à des élèves ou à des étudiants de trouver ça beau, et on ne va pas leur faire sentir qu'on va les juger sur ça. Comment le ferait-on d'ailleurs ? Mais montrer que c'est quelque chose qui n'est pas étranger aux raisons pour lesquelles on les fait travailler sur tel ou tel texte, ça me paraît important. Ça me paraît important. Parce que l'impassibilité est tout aussi excluante, potentiellement. J'ai l'impression qu'on est indifférent par rapport à ce qu'on enseigne. Ça peut laisser des gens de côté aussi. Tous ceux qui voudraient être en classe pour qu'il se passe quelque chose, émotionnellement, plutôt qu'il ne se passe rien. Il reste 3 questions et 10 minutes, donc je pense que... Oui, alors ma question n'a rien à voir, bien que, en fait, je sois très sensible à ce que vous avez dit, et je pense qu'on pourra... j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de cette dimension sociale de l'émotion que vous avez introduite, qui me paraît très importante. Mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir. Alors d'abord, j'aurais 2 questions précises pour Jeanne. Excusez-moi. Voilà, Jeanne, excusez-moi. D'abord, vous avez mentionné très brièvement, visiblement en faisant allusion à votre pratique pédagogique, la question du dialogue avec les étudiants. Est-ce que, si j'ai peut-être pas du tout compris ce que vous avez voulu dire, mais est-ce que vous pourriez donner un exemple de ce que vous mettez en œuvre ? Enfin, ça m'intéresse d'un point de vue, je veux dire, du rapport à l'enseignement et aux étudiants. Ensuite, par rapport à votre texte que vous avez vous-même apporté, vous avez parlé d'ambition littéraire. Alors, c'est vrai que André Béraud a déjà relevé en disant que lui, il voyait plus une ambition philosophique. Et en fait, j'étais un peu étonnée que vous utilisiez cette expression, et je me suis demandé si c'était aussi une manière, je sais pas, de justement justifier en quelque sorte votre étude de ce texte, qui, à mon avis, n'a pas du tout besoin d'être justifié par une ambition littéraire, enfin, en tous les cas, de mon point de vue. Et alors, dernière remarque qui est un peu plus générale sur cette question de l'explication de texte. Moi, je sais pas, je suis un petit peu... gênée, parce que, c'est-à-dire que pour moi, il y a 2 problèmes par rapport à l'explication. Enfin, il y a 2 questions en fait. D'abord, il y a la question du texte dans ses limites, parce que l'explication de texte, c'est aussi travailler sur un objet qui est défini par un certain, d'un point de vue pratique. Évidemment, en fait, le pratique masque en quelque sorte une histoire longue, mais en même temps, c'est toujours d'un point de vue pratique. Voilà, il faut que ça fasse tant de lignes, sinon c'est trop long, etc. Et ça, je trouve ça problématique.
Voilà, ce découpage. En revanche, ce découpage et cet isolement qui va avec. En revanche, ce qu'on fait dans l'explication de texte, qui est une attention, je ne sais pas, il y a plusieurs manières de dire, aux détails microtextuels, à une lecture rapprochée. Ça, je trouve ça extrêmement... Enfin, vous l'avez dit que ça vous servait dans votre travail de thèse, bien évidemment. Comment faire autrement quand on travaille sur ce type de matériaux. Mais voilà, je pense que là, il y a quand même deux choses, au moins deux, il y a sans doute beaucoup d'autres choses dans la question d'explication de texte, on aura l'occasion d'en reparler, mais au moins deux choses qui sont à dissocier. Et l'un, à mon avis, posant problème, l'autre, au contraire, étant à voir avec une technique, hein, bien sûr, et en même temps, voilà, une approche de nos matériaux spécifiques. Merci. Alors, sur cette première question, la question du dialogue, c'était pas le dialogue avec les élèves, c'était l'utilisation des textes dialogués. Voilà. Et en fait, avec une dynamique qui, moi, me semble très intéressante et qui m'a été éclairée par un texte que vous connaissez sûrement de Genette sur rhétorique et enseignement, sur le fait qu'on aurait dissocié totalement approche critique et approche créatrice. Et le fait d'utiliser des analyses critiques pour immédiatement les mettre en marche, et de la même manière que dans les leçons de rhétorique, on faisait des fables en apprenant à les faire, essayer d'utiliser ça. Alors ça passe par des petites stratégies, et c'est surtout dans une dynamique de questions-réponses avec petites écritures, mais je ne l'ai pas vraiment formalisé. Oui, alors ça peut être à l'oral, échange, comment est-ce qu'on rebondit sur une parole, qui peut s'analyser dans le texte littéraire, mais aussi dans un échange rapide. Et je prends souvent l'exemple d'un échange qui vient d'avoir lieu pour essayer de l'analyser ou d'analyser comment il rebondit, enfin comment se fait le rebond, que j'appelle rebond, parce que je trouve que ça fonctionne bien, et potentiellement à l'écrit. Alors ça, je l'ai essayé qu'une seule fois, ça n'a pas très bien marché, donc ça suppose que je retravaille sur la formalisation de cette expérience pédagogique. Oui, en licence 1, voilà. Sur des cours de pratique, des exercices universitaires qui sont souvent transformés en cours de pratique de l'écrit et de l'argumentation. En fait. La deuxième question, c'est effectivement le terme d'ambition littéraire que j'ai pu utiliser sur ce texte, et là qui fait directement écho à un problème intellectuel, voire existentiel que j'ai avec mon corpus, qui est marqué par un minorat généralisé de textes éducatifs, donc à qui on dénie une qualité littéraire, de textes de femmes qui intériorisent ce que tu as bien montré, ces messieurs qui parlent et nous qui conversons, qui bavardons, qui causons. Et donc effectivement, j'ai l'impression que c'est un biais de ma pratique en ce moment, qui est d'essayer de prouver la valeur de mon travail, et qui fait directement écho à ce que tu disais tout à l'heure quand tu posais la question, qui est si on associe notre spécialisation à une affection, que fait-on de tous ces textes qui pour moi constituent 80 à 90% de mon corpus, qui sont des textes qui ne prennent même pas le risque de la littérarité d'une certaine manière, pour le dire avec Noterman. Voilà, donc là je pense que c'est un vrai biais de chercheur. Et là, sur la dernière question et sur l'explication de texte et ses limites, je vous avoue que c'est exactement la raison de mon mutisme actuel, et qui m'a fait ne pas prendre le risque total de la réflexivité, parce que je ne savais pas comment, et j'étais très soulagée par le ton qu'a pris la discussion ce matin, mais arrivant en petite doctorante à un congrès à la Sorbonne, je ne savais véritablement quoi faire, sauf me replier derrière une technique. Et cette technicité qui a des aspects, à mon avis, passionnants et fondamentaux pour toute pratique de la littérature, pratique des textes qui sont alors infralittéraires avec toutes les catégorisations qu'on peut imaginer, mais qui utilisent le langage, et ces limites incroyables de formalisme d'exercice et de temps limité, sélection, enfin voilà, et qui d'ailleurs que j'ai gâché moi-même, parce que un des enjeux du texte que j'ai choisi, ou des saveurs, pour utiliser un terme que j'aime, c'est l'effet de chute qui met en place, et il y a une vraie construction vers quelque chose qui crée un effet. Et donc là, on est dans le paradoxe de l'explication de texte qui perd un de ces enjeux, en tout cas de partage. Voilà. Il reste 2 questions. Serait-il possible pour vous de transformer vos questions en commentaires qu'on pourrait garder pour ce qui suit? Oui, bien sûr. Je voulais dire, jusqu'en tant qu'américaine, je m'appelle Katie Chenoweth, je suis américaine, et alors l'explication de texte, mais totalement étrangère, j'arrive même pas à comprendre comment en faire une. Mais ce que je voulais dire, je suis spécialiste, entre guillemets, du XVIe siècle, de la littérature française du XVIe siècle, et j'avais juste une petite remarque sur cet épître de Marot,
Et je voulais suggérer qu'on puisse lire ce texte comme une demande à M. Bouchard de devenir spécialiste de Marot. Ou en fait de sortir de l'explication de texte, ou peut-être de rentrer dans et puis de ressortir de l'explication de texte. Ces deux moments de lecture que votre explication de texte a soulevé dans la deuxième strophe. Je suis celui qui est fait maintes écrits. On pourra, le pourra par mes écrits trouver. Alors c'est une lecture que tout le monde est à mesure de faire. Une lecture formelle qu'on trouve dans les écrits, mais à la fin, c'est l'avant-dernière strophe, que plus à Dieu, corps, tu, personnellement, tu puisses lire dedans ce corps de franchise interdit, le corps verrait autre qu'on ne t'a dit. Il lui demande de devenir ami, de devenir spécialiste, en quelque sorte. Alors, je voulais dire juste bien choisi pour ce texte, et c'est tout. Merci. Dernière remarque. Oui, très court, non, juste pour dire que, en vous écoutant, je me dis que le fait de réfléchir à la publication de texte sur les 3 jours, c'est extraordinairement pertinent, j'en doutais pas, mais je le réalise pour moi maintenant, parce qu'on va se décider, d'une certaine façon, ce qu'on va se décider dans les deux cas. Enfin, vous avez proposé 2 hypothèses de lecture, une pour public non spécialiste, une autre pour public spécialiste, et puis il y a la question des hypothèses de lecture qui sont données, ce qu'on appelle souvent les problématiques, et puis après, il y a la technicité qui sert à valider l'hypothèse. Et d'une certaine façon, où se passe le travail du spécialiste là-dedans? C'est pas dans la technicité qui sert à valider l'hypothèse, là c'est le caractère scolaire ou agrégatif, etc., mais c'est dans l'émission d'hypothèses et dans l'autorité qu'on a pour émettre des hypothèses. On pourrait dire que où ça se passe la question du spécialiste, puisque les hypothèses que vous avez données, elles sont toutes, en fait, même la première, de dire plaidoyer sans soumission, c'est déjà une hypothèse de spécialiste par rapport à une réflexion sur le 16e, où cette problématique est plus forte, me semble-t-il. Donc, voilà, juste un commentaire sur cette question-là, que c'est finalement dans l'émission d'hypothèse que se passe l'activité de spécialiste, qui explique effectivement ce que vous disiez à la fin de la courbe de Gauss, que des spécialistes, à la fin, ils sont engagés dans des discussions d'émission d'hypothèse, ils n'ont pas besoin de passer par le recours à la validation, à la technicité pour la validation. Alors, il ne reste qu'à remercier encore les 2 intervenants